J'arrive, Sherlock. Que se passe-t-il encore? Que fait-on dans cette magnifique ville de Toulouse? Eh bien, mon cher Watson, you see, je suis troublé par les développeurs, les développeuses. J'ai regardé le programme de plusieurs conférences et j'ai l'impression qu'ils sont uniquement intéressés par les dernières technologies à la mode. Je ne vois pas où est le problème, Sherlock. Ça semble normal de vouloir se renseigner sur son propre métier, des différentes nouveautés. Yes, but plus personne ne s'intéresse aux vieux machins. Tout le monde passe à côté de l'enquête la plus importante de tous les temps. Laquelle? Les cookies HTTP, bien sûr. Vous êtes complètement à côté de la plaque, John. Tout le monde les utilise, mais plus personne ne connaît vraiment leur origins, ni même comment ils fonctionnent. Ça implique pas mal de problèmes dans les projets web. Les devs font n'importe quoi. Et chez les moldus, les non-informaticiens, je vois une profonde méconnaissance des concepts fondamentaux de tracking et de respect de la vie privée. Du coup, j'ai demandé à Hubert Sablonnière de mener l'enquête. Français? Yes, mais comment dire? Il nous ressemble un peu, n'est-ce pas? Je lui ai demandé de faire un retour aux sources et surtout de nous remonter les facts, rien que les facts. Ainsi, chacun pourra, en fonction de son contexte professionnel et personnel, détecter certains problèmes et appliquer les bonnes décisions. Je suis intrigué. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hubert Sablonnière, je suis développeur web chez Clever Cloud. Qui connaît Clever Cloud? Pas assez, comme d'habitude. Chez Clever Cloud, on fait de l'IT automation. En gros, on a un outil dans notre cloud ou on-premise. Vous faites un git push et nous, on s'occupe de tout le reste. On build votre app, on la déploie en prod, on la monitor, on la relance si elle se plante, mais elle ne se plante pas vu que vous codez bien. Et surtout, on met à jour la stack sur laquelle tourne votre code, que ce soit l'OS, le serveur d'app, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon enquête sur les cookies HTTP. Et du coup, on va revenir à la source des cookies. Nous sommes en 1994. Et en fait, je me suis intéressé à cet homme-là, Lou Montulli. Quand on s'intéresse à l'histoire du web, on va souvent tomber sur des articles qui concernent Tim Berners-Lee, bien entendu, Robert Cailliau. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à Lou et vraiment souligner les différents impacts qu'il a eus sur pas mal de technologies web qu'on utilise encore aujourd'hui. Du coup, c'est parti pour les anecdotes. Alors, en 1994, Lou travaille chez Netscape. Et avec ses collègues, il met en place la deuxième webcam, ou plus ou moins deuxième webcam de l'histoire. Alors à l'époque, c'était un easter egg accessible sur Netscape avec Ctrl-Alt-F, mais aujourd'hui, c'est toujours en ligne, donc sur fishcam.com. Donc là, nous sommes en direct sur un aquarium en Californie. Coucou les petits poissons. Bon, c'est chiant, ça DL 30 kg toutes les 2 secondes, donc vu que je suis sur ma 4G. Bref. Lou est aussi le co-créateur du navigateur texte qui s'appelle Lynx. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Lynx, c'est vraiment génial. En fait, vous faites genre, on va aller sur le schedule du DevFest Toulouse, et c'est un navigateur qui est ultra rapide. Voilà, donc ça c'est ma 4G, mais c'est ultra rapide. Donc là, forcément, moi... Lynx, je ne l'utilise pas tous les jours, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il permet vraiment de mettre l'accent sur les contenus et l'accessibilité. Je fais une petite pique à nos amis du DevFest qui ont un site full JavaScript, mais si je vais sur mon site, par exemple, je vais pouvoir naviguer sur les liens, arriver sur le site de Clever Cloud, etc. Je vous avoue, merci Orange, j'espère que ça va bien se passer pour les démos. Voilà. Je vous avoue que je ne l'utilise pas tous les jours, forcément. Mais c'est vrai qu'il met l'accent sur les contenus, vu qu'il ne télécharge pas le JS, les images, etc. Alors à propos de Lynx, en fait, petite anecdote. Donc un soir d'été 94, Lou et ses collègues vont dans un bar et puis ils discutent du futur du web et surtout de toutes les nouveautés qu'ils sont en train d'ajouter dans HTML pour Netscape. Et Lou, il était un peu déçu en fait. Il se dit ouais, mais moi ça m'embête parce que je travaille aussi sur Lynx et dans Lynx, c'est un terminal, on ne va pas pouvoir rajouter la balise image ou toutes ces nouveautés d'HTML. La seule chose qu'on pourrait faire à la rigueur, c'est faire clignoter du texte.
Ha ha ha, quelle bonne blague, comment ils ont bien rigolé sur cette idée qui est complètement absurde. La soirée continue, Lou rencontrera ce soir-là sa future femme, anecdote. Et du coup, il va se coucher, et le lendemain, il revient au boulot, tout ça pour se rendre compte que son collègue Jean-Michel Premier degré est en fait retourné au bureau dans la nuit, et il a codé l'idée absurde, et il a créé la meilleure balise de tous les temps. Donc à la base, c'était bien un easter egg non documenté dans Netscape. La suite de l'histoire, on la connaît. Et encore, si j'avais été à la soirée, ça aurait pu être pire. Alors on se moque, mais cette balise, on l'a tous utilisée. On l'a tous utilisée. Oh, les menteurs, c'est un truc de ouf. On l'a tous utilisée parce qu'à l'époque, tout était bon à prendre. Pour attirer l'attention des visiteurs sur les bannières publicitaires. Et en fait, un an après, en 95, quand le plugin Java est arrivé, il y a beaucoup de gens qui servaient du plugin Java, des applets, pour faire des publicités qui clignotent un peu, qui s'animent. Ah, regarde ma pub et tout. Sauf qu'à l'époque, l'applet Java, il mettait 30 secondes à charger. Et ça énervait beaucoup Lou. Il était assez frustré, il voulait remplacer les pubs Java par autre chose. Donc il tannait son collègue, là, Scott Furman, qui s'occupait de tout ce qui est image. Il lui dit « Allez Scott, on le fait, on le fait ». Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont étendu le format GIF, qui existait déjà, qui contenait déjà le concept d'avoir plusieurs frames. Ils ont rajouté un truc, si vous ouvrez n'importe quel GIF aujourd'hui, vous verrez le Netscape Application Block. Et c'est en fait une instruction qui permet de dire « Hey, on va répéter la boucle des frames ». Et donc si vous mettez 0, c'est en boucle infinie et vous êtes super content parce qu'on vit dans un monde des gifs animés. Bref, si je vous parle autant de Lou aujourd'hui, c'est aussi et surtout parce que c'est l'inventeur des cookies HTTP. Et en fait, à une époque où le web était, et l'est toujours par essence, complètement stateless, faire un site e-commerce avec un panier virtuel et maintenir un utilisateur connecté entre différents rechargements de pages, fallait se lever tôt, quoi. C'était assez compliqué. Et du coup, c'est exactement dans cet esprit que Lou a voulu rajouter le concept de cookie, maintenir un utilisateur connecté sur un site. Donc dans mon enquête, je me suis intéressé à plusieurs points de vue, un peu comme un meurtre et tout. Et aujourd'hui, je vais vous présenter principalement le point de vue de celui ou celle qui utilise des cookies sur son site web. Donc normalement ça tombe bien, qui est développeur, développeuse dans la salle? Donc c'est le point de vue principal qui nous intéresse. On va revenir aux bases, donc c'est un peu le concept du back to basics. Donc je vais sûrement expliquer des choses que vous connaissez déjà, mais bon, vous étiez prévenus avant. Les rappels, ça fait toujours du bien. Et puis on va aussi aborder quelques petites nouveautés qu'il y a dans le monde des cookies. On va poser des questions, essayer d'y trouver des réponses. Première question, qu'est-ce qu'un cookie HTTP? Alors déjà, on met de côté la définition 01net BFM-TV. Vous savez, les cookies sont des petits fichiers stockés sur vos ordinateurs. Là. Non, c'est une définition qui est incomplète et datée, parce que depuis IE 6 ou 8, on a un peu arrêté de mettre un cookie par fichier dans les temporary internet files, là, pour ceux qui se souviennent. Et puis, c'est pas qu'une forme de stockage, en fait. C'est vraiment une définition abusée. L'autre truc qu'on va arrêter, c'est mélanger le concept de cookie et le concept de session côté serveur. Trop souvent sur des projets, j'ai eu oui, cette info, je l'ai stockée dans les cookies. Moi, je regarde dans les cookies et je vois rien, quoi. Je fais ah, tu l'as pas mis dans les cookies qui sont stockés sur le navigateur des utilisateurs. Tu l'as mis côté serveur dans la session qui est dans la RAM, dans un cache Redis, dans je ne sais quoi. Alors, je chipote là-dessus, mais il y a vraiment une différence fondamentale. Et en fait, pour définir les cookies, moi, je préfère parler d'un protocole. C'est vraiment un truc sur lequel les navigateurs et les serveurs se sont mis d'accord pour discuter ensemble et mettre en place un état côté client. Petit schéma? Petit schéma. Donc, nous avons un utilisateur. Il veut se rendre sur le site cookies.rocks. J'ai acheté ce domaine, si vous voulez le cofinancer, n'hésitez pas. Donc l'utilisateur, l'utilisatrice veut aller sur le navigateur, sur cookies.rocks. Le navigateur va faire une requête HTTP GET sur l'URL classique.
Le serveur va répondre OK avec le contenu HTML. Et ce que va pouvoir faire le serveur, c'est finalement envoyer de l'information dans un header HTTP set cookie. Et cette information, c'est tout le temps une clé valeur. Et bien entendu, on s'en sert quasi exclusivement pour transporter un identifiant de session, mais on va pouvoir s'en servir pour setter la langue d'utilisateur, un thème ou quoi que ce soit. Une fois qu'on a fait ça, en fait, le navigateur, il va regarder dans sa jar à cookies. C'est vraiment, si vous regardez les sources des navigateurs, cookiejar.cpp, ça existe. Et donc, il prend le cookie et le met dans sa jar. OK ? Ce qui fait que la fois d'après, quand l'utilisatrice, par exemple, revient sur le navigateur, revient sur le même site web, tiens, je veux retourner sur cookies.rocks, ce que fait le navigateur, c'est que ce coup-ci, il va regarder dans sa jar, il fait « Est-ce que j'ai déjà des cookies ?» Oui, il y en a déjà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que par rapport à avant, on faisait la requête. Ce coup-ci, on va envoyer l'information qu'on avait pour ce site-là, avec le header cookie, ce coup-ci. Et là, en l'occurrence, dans notre exemple, on est toujours sur un identifiant. Et une fois qu'on a ça, finalement, le serveur il peut répondre, et surtout, comme il sait qu'il vient de recevoir une requête avec l'ID 42, il peut faire « Hey, salut 42, je te connais de tout à l'heure, etc. » Les cookies, c'est ça. Un protocole entre le serveur et le navigateur qui permet le stockage d'un état côté client. C'est un fonctionnement qui a été inventé en 1994, comme je le disais. Netscape a fait une espèce de spec pour que les autres navigateurs, enfin, pour que IE le mettent en place et qu'ils n'aient pas deux trucs concurrents. Mais bon, c'était un peu un brouillon pas hyper bien expliqué. D'ailleurs, si on vérifie le brevet des cookies, on a bien Inventor, Lubuntu, Original Assignee Netscape, Current Assignee. Okay. Slide suivant. Ensuite, on a une vraie RFC en 97, une deuxième en 2000. On va dire que la principale description de comment fonctionnent les cookies sont là-dedans. Après, depuis 24 ans, globalement, ça fonctionne quasiment de la même manière. Donc, une fois que le navigateur a reçu un cookie, combien de temps il est stocké? De base, si vous faites juste « tiens, je te donne un cookie », ID 42, c'est stocké jusqu'à la fermeture de la session. Donc bon, à l'époque, c'est quand on fermait son navigateur. Aujourd'hui, avec un laptop qui est en mode hibernation et qui reste allumé des semaines et autres, ça peut être assez long. Donc le navigateur, le serveur a la possibilité de dire « je te donne un cookie » et tu vas finalement... avec une date d'expiration. Retenez cette date. Non, personne. C'est le jour où on se débarrassera peut-être de quelqu'un. Bref. Donc une date dans le futur et un header expire. On a aussi la possibilité de préciser une durée en secondes avec un attribut maxAge. Cet attribut est arrivé plus tard. Il n'a pas été supporté sur IE pendant des années. Donc en général, on va plutôt utiliser l'autre. Après, ça revient à peu près au même. On est toujours sur les bases. Un serveur va pouvoir aussi supprimer un cookie, ou plus subtilement, va pouvoir demander au client la suppression d'un cookie. Parce que forcément, votre serveur, il ne tend pas la main dans votre navigateur pour l'enlever. Il dit au navigateur, supprime ce cookie, et on n'en a plus besoin, quand vous le déloguez, par exemple. Et donc là, moi, je me dis, il doit y avoir un header, delete cookie, remove cookie. Non, ce serait trop facile. Il faut expirer le cookie dans le passé. Donc souvent, on va utiliser par défaut un timestamp 0, enfin la date époque Unix du 1er janvier 70. On va pouvoir aussi préciser 0 secondes dans le maxAge. Et encore aujourd'hui, c'est comme ça qu'on supprime un cookie. Ok, techno qui a 24 ans. Pour l'instant, les choses sont simples, il n'y a pas de piège. Normalement, vous devriez connaître à peu près tout ce que j'ai montré. Mais depuis tout à l'heure, je dis, quand l'utilisateur, l'utilisatrice, retourne sur le même site, le navigateur envoie les cookies. Mais ça veut dire quoi, retourner sur le même site? Finalement, comment un navigateur il sait que ça, c'est deux sites différents? Spoiler alert, c'est deux sites différents. Mais là, c'est évident, on le voit tous, c'est deux sites différents. Comment il sait qu'il y a une différence, en fait? Et surtout, ça amène à la question, on va dire, assez problématique, c'est fondamentalement, quand est-ce que les cookies qui ont été déposés par la navigation de telle URL vont être automatiquement envoyés quand on navigue sur une autre page?
Ah bah, on va voir que c'est plus subtil que ça. Du coup, on va s'intéresser, c'est des questions rhétoriques en fait, mais parce que j'ai que 40 minutes. Et du coup, on va s'intéresser aux URL. Moi, j'adore les URL. Dans une URL, il y a quoi? Il y a un protocole, un hôte, un port et un pass. Je le refais parce que j'ai mis 1 heure à faire cette démo. Un protocole, un hôte, un port et un pass. Et en fait, dans les cookies, on a différents attributs. On a déjà vu MaxAge et Expire qui vont pouvoir jouer sur le fait qu'un site est considéré comme le même pour, on va dire, partager les cookies en fonction des différentes parties de l'URL et en fonction de ses attributs. Et en fait, l'attribut qui pose le plus de problèmes, c'est l'attribut domain. Donc, si on prend un exemple, on est sur cookies.rocks. Si on dépose un cookie qui s'appelle noDomain et dont la valeur est no, et si on dépose un cookie, donc ici route domaine et la valeur à route, mais ce coup-ci avec l'attribut, donc là vous vous dites, bah, dans domain j'ai mis exactement ce qu'il y a dans la barre d'adresse, c'est la même chose, cookies.rocks. Du coup les deux ça fait la même chose. Ouais, enfin moi au départ je pensais que c'était ça. Je me disais quand je mets domain, au moins ça dit au navigateur, le cookie, je te le dépose mais il est que pour cookies.rocks. En fait c'est un peu plus subtil que ça. Et du coup, on va faire une petite démo avec le super domaine que j'ai acheté. Donc, si vous voulez faire des dons de CSS et de design, n'hésitez pas non plus. Et n'hésitez pas à aller voir ce site de démo, parce qu'il y a plein de parties que je ne montre pas pendant la présentation. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur... alors, je vais supprimer tous mes cookies avant, normalement c'est bon. Je vais aller sur cette page-là. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est un aller-retour côté serveur. Et j'ai déposé 4 cookies, d'accord? Donc j'ai déposé ces 4 valeurs-là, avec ces 4 noms-là, avec ces 4 valeurs-là. Et surtout, il y en a certains où j'ai mis un domaine, d'autres j'en ai pas mis, d'autres j'ai mis des sous-domaines, etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous vous dites toujours, bah, finalement, celui où on a mis ce qu'il y avait dans la barre d'adresse dans domaine, c'est la même chose. En fait, c'est la même chose à 1 pixel près, ou 9 pixels en HD. Le petit point ici est très important. Et en fait, celui où j'ai précisé le domaine, c'est celui-là. Celui où j'ai pas mis l'attribut, c'est celui-là. Et en fait, en mettant rien du tout, si je vais... Donc je vais retourner sur l'accueil. Non, c'est pas un lien, ça? Si. Allô, si je vais sur blue.cookies.rocks, par exemple, et que j'affiche... Donc là, vous regardez la barre d'adresse, on est sur blue.cookies.rocks. Si j'affiche les cookies, et que là, j'affiche les cookies ici, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en déposant un cookie avec domaine égale cookies.rocks, quand on est sur cookies.rocks, on y a accès, mais quand on est sur blue.cookies.rocks, on y a aussi accès. Et essayez de rejouer avec la démo après, mais ce qui est fondamental de retenir, c'est que finalement, l'attribut domaine ne va pas dire c'est que ce domaine-là. En fait, il va augmenter la portée du cookie à tous les autres qui terminent par cette valeur. Du coup, si on prend un exemple, donc ici on est sur blue.cookies.rocks, on dépose un cookie sans attribut. La seule requête parmi toutes celles-là qui va partir avec les cookies, c'est la première, parce que l'autre est exactement le même, blue.cookies.rocks. Si je dis domain égale blue.cookies.rocks, eh ben, toutes les URL qui terminent par cette valeur, donc big.blue.cookies.rocks, c'est le cas, elles partent avec les cookies. Donc en général, l'attribut domaine, moi je ne l'utilise pas parce qu'il va finalement permettre de déposer un cookie qui va partir sur des sous-domaines de mon site et je n'avais peut-être pas envie que ce soit le cas. Si on met carrément cookies.rocks, bah là on a encore plus de requêtes qui terminent par cookies.rocks. Et tiens, est-ce qu'on pourrait mettre juste .rocks pour que la dernière requête parte avec des cookies? Ouais. Finalement, est-ce qu'on pourrait mettre domaine égale com, égale fr, etc. Non. Et c'est une bonne chose. Parce que forcément, si on pouvait déposer des cookies ou écraser des cookies sur .com, on pourrait faire un peu n'importe quoi. Et donc ça pose une question, c'est le navigateur, il doit s'arrêter au TLD, donc au Top Level Domain. Donc moi, si je connais un navigateur, je me dirais, bon, bah, c'est simple, on prend tout ce qui est après le dernier point.
On fait comment si c'est .co.uk? Ah mince. Bon, du coup, on rajoute .co.uk. Mais en fait, c'est loin d'être le seul. Et c'est assez marrant parce que dans mon enquête, je suis tombé sur des vieux tickets. Donc là, ce ticket, il date d'il y a 15 ans. Et il y a Mozilla qui dit « Eh mince, qu'est-ce qu'on fait avec les cookies .co.uk là, parce que tout le monde peut déposer et surtout écraser les cookies des autres. » Et du coup, on est arrivé à des discussions, toujours dans des issues, de dire « Il nous faudrait une connaissance des sous-domaines et même carrément avoir une liste des TLD. » Et en fait, on a atterri sur un projet qui s'appelait Public Suffix List et qui a fini par carrément avoir son propre site parce que la plupart des navigateurs vont essayer de l'utiliser. Donc c'est d'ailleurs une liste qui est précisée dans la toute dernière RFC, qui est un peu plus récente. Donc ils disent il faut utiliser la public suffix list si vous voulez vérifier que des cookies doivent partir ou pas. En fait, si on regarde dans les sources de Mozilla, ils utilisent la liste. Si on regarde dans les sources de Chrome, ils utilisent la liste. Si on regarde dans les sources de WebKit, Safari, tout ça, ils utilisent une librairie qui elle-même utilise la liste. Si on regarde dans les sources de Edge, et donc dans cette liste, on retrouve .co.uk, plein de trucs des UK, plein de trucs des Japonais, et en fait il y en a une quantité assez longue. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans mon enquête, c'est que dans cette liste, il y a aussi des suffixes privés, entre guillemets, qui ne sont plus du tout des top-level domains, mais qui sont des suffixes d'hôtes appartenant à des sociétés. Bah alors là, on a GitHub, Amazon, Azure, GCP, etc. Et donc ça, c'est bien. Ça veut dire que quand vous déployez sur ces sites-là une application, vous ne pouvez pas écraser les autres applications qui sont sur d'autres sous-domaines de GitHub.io, de Amazon Computer, je ne sais pas quoi. Et donc forcément, nous, on est dans la liste aussi avec notre domaine chez Clever, domaine temporaire Clever Apps.io. Est-ce qu'on était dans la liste avant que je commence ce talk? Et donc, on ne va plus parler de TLD, mais de suffixe public, en fait. OK? Petit détail, on ne peut pas non plus mettre domaine égale localhost, mais localhost n'est pas dans la liste. Donc, on ne peut pas. Il y a pas mal de détails dans lesquels j'ai envie de rentrer, mais on ne peut pas. Donc, si vous avez des questions après, n'hésitez pas. Autre attribut, le pass. Donc là, on va vraiment jouer sur ce cookie, il part que quand le pass commence par ça. Après, c'est un peu plus subtil parce que, par exemple, si vous mettez pass égale /API, une URL qui commence par /API, mais qui n'a pas de slash juste après, elle part sans les cookies. Donc la règle, c'est un peu... en fait, ça restreint la portée à tous les pass qui commencent par un. Modulo, faut qu'il y ait un slash après. C'est des petits pièges à la con. Moi, je vous conseillerais plutôt de ne pas utiliser cet attribut ou de le setter à slash. Et ça, on verra pourquoi après. Ensuite, attribut secure. Non, j'ai dit quoi? Oui. Si on est sur ici, https cookies.rocks, qu'on dépose un cookie, quand on navigue sur le site en HTTP, les cookies partent. Ça fait flipper qui? Pas assez de gens. Quand vous êtes sur un Wi-Fi gratuit, proposé gentiment et gratuitement par le café américain que vous adorez tous ou un autre, et que vous allez sur... alors, actuellement, on est dans la vague d'HTTPS, donc ça va, mais il y a quelques années, vous allez sur, je sais pas moi, facebook.com, vos cookies partent en clair, tous les man et les women et tous les gens in the middle, bah, ils voient le trafic, ils prennent vos cookies et puis ils peuvent se faire passer pour vous. Donc, ce qui a été proposé, c'est un attribut qui s'appelle secure. Donc là, vous mettez juste secure, il n'y a pas de valeur. Et une fois que vous mettez ça, quand vous déposez le cookie, toutes les requêtes qui partent en clair, en HTTP, donc que ce soit parce que la personne tape l'URL en HTTP, ce qui n'est plus la valeur par défaut dans pas mal d'endroits, et puis surtout si vous cliquez sur un lien, la requête partira sans cookie. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que dès qu'on est dans un environnement non sécurisé, c'est plutôt agréable. Donc le secure restreint la portée du cookie aux requêtes sécurisées. Il y a d'autres manières de se prémunir de ça. Il y a un header qui s'appelle HSTS, donc je ne sais plus ce qu'il veut dire le H. Bref, c'est tout ce qui est strict transport security. L'idée, c'est que le serveur a un moyen de dire avec ce header et ses valeurs, écoute, Firefox, Chrome ou autre, maintenant, on discute que en HTTPS. Donc si tu reviens chez moi
c'est pas la peine de parler en HTTP, c'est fini. Donc ce que fait le navigateur, c'est qu'il retient, bah, tiens, sur le site d'Uber, il ne faut plus y aller en HTTP. Donc si vous cliquez sur un lien en HTTP, si vous le tapez vous-même, le navigateur ne va même pas faire un aller-retour, vous savez, avec une redirection, il va tout de suite rajouter le S en fait. Donc ça, c'est un header qui est vraiment cool. Par contre, faites pas genre, ah, j'ai vu au DevFest Toulouse, il y a un roux, là, il m'a dit d'ajouter le header, je l'ai mis, tout est nickel. Non, il y a quelques pièges. Donc renseignez-vous bien sur le site de l'OWASP, c'est vraiment un super site de référence. Faites des tests avant, engagez des professionnels, la sécurité, comme d'hab. Okay. Petit détail, si vous êtes en HTTP non sécurisé et que vous déposez un cookie secure, donc il ne part pas... oui, voilà, c'est ça que je veux préciser. Si vous êtes en HTTP, vous pouvez déposer un cookie secure. Donc vous êtes sur... un Wi-Fi d'aéroport où ils vous injectent gentiment les horaires d'avion dans vos pages web, ce qui est pratique mais flippant, ils peuvent potentiellement vous faire naviguer sur un site en clair, et si ce site dépose des cookies, vous allez vous en resservir, enfin votre navigateur va s'en servir automatiquement quand vous serez chez vous. Ça pose problème, ça a commencé à être réglé par un draft, et je crois que c'est implémenté au moins dans Chrome et Firefox, mais l'idée est bien de dire on ne peut plus déposer un cookie avec l'attribut secure quand on est en HTTP. Je pense que Safari est pas loin de l'implémenter. Alors, depuis tout à l'heure, on voit des attributs. Par contre, côté serveur, quand on reçoit un cookie, on reçoit ce header-là. Du coup, on ne reçoit pas du tout les attributs, en fait. Quand le serveur il reçoit, c'est l'identifiant 42, il n'a aucun moyen de savoir que le cookie a bien été déposé depuis cette hôte-là, depuis une origine sécurisée, etc. Du coup, il y a un nouveau brouillon, il y a des nouveautés dans les cookies. Ouais, trop bien, 24 ans plus tard. Enfin, en tout cas, il y en a eu quelques-unes en 2000-2011, mais là, il y a vraiment une nouveauté assez fondamentale. Et en fait, comme on ne peut pas dire, tiens, on stop the world, on arrête d'utiliser ces headers-là, et maintenant on utilise des nouveaux headers avec des règles un peu mieux. Attention, tout le monde est prêt, on met à jour dans 2 semaines tous les sites du monde. Maintenant, non, ça ne marche pas. Du coup, on a un truc qui s'appelle les cookies préfixes, qui est une sorte de hack quand même, parce qu'en gros, l'idée, c'est de nommer votre cookie _ secure quelque chose. Donc en général, les gens mettent un tiret, et puis... etc. Quand vous faites ça, le navigateur qui reçoit le cookie va l'enregistrer que s'il y a l'attribut secure, que si l'origine qui l'a déposé est sécurisée, et il va l'envoyer que si la requête est sécurisée. Ça, c'est pas mal. Après, on a encore mieux, on a _ host. Et là, vous commencez à être sur peut-être pas la Rolls-Royce, mais la Ferrari, j'y connais rien, ou la Porsche du cookie. Vous mettez _ host. Vous êtes obligé d'avoir l'attribut secure, obligé d'avoir l'attribut pass à /, et vous êtes obligé de ne pas avoir l'attribut domaine. Vous vous souvenez, l'attribut domaine, il est un peu... On ouvre les vannes à plein de sous-domaines, etc. Non. Là, host, ça vous permet d'être certain côté serveur que le cookie a été déposé pour cet hôte, et on va commencer à rendre tout ça un peu plus strict. Alors, depuis tout à l'heure, on a vu que l'attribut secure, il pouvait jouer un peu sur la partie protocole de l'URL. On a vu que l'attribut domaine, il allait nous donner moyen de jouer sur la partie de l'hôte avec les sous-domaines, les domaines, etc. Mais qu'en vrai, vaut mieux pas le mettre. Comme ça, on est sûr que ça matche son site que sur l'hôte. On a vu l'attribut pass qui joue sur le pass. Il manque le port. Est-ce qu'on a un moyen, en fait, pour, quand on dépose un cookie, de vérifier qu'il sera bien envoyé que quand on est sur le même port? La réponse est non. Et c'est finalement un des derniers problèmes qui n'est pas fondamental, parce qu'on fait tous de l'HTTPS sur le port 443 en prod, n'est-ce pas? Après, moi, je ne sais pas vous, mais j'ai déjà mis des sites où la recette en interne sur le LAN, c'était le port 80-81, où la pré-prod, c'était le 80-82. Qui a déjà fait ça? À Toulouse, vous connaissez bien, c'est bien. Ou vous êtes jeune, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai déjà eu ça, et du coup, quand vous déposez un cookie,
il va matcher les différents trucs qu'on a vus, mais quel que soit le port, il va l'envoyer. Ça, c'est un peu problématique. C'est problématique parce qu'en fait, dans les navigateurs, on a un truc qui s'appelle la Same Origin Policy, et qui nous permet de... C'est une règle qui est imposée aux requêtes Ajax, au stockage local storage, plein de choses. Et en fait, ça vient isoler les sites par origine. Et c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'une origine, c'est la combinaison de ces trucs-là. Donc protocole hôte port, si vous avez le même trio de ces trois valeurs-là, c'est la même origine. On est chez nous, on est sur le même site et on peut se faire confiance. Quand vous mettez un truc dans le local storage, n'importe quelle URL qui est sur la même origine, elle peut voir les trucs. Pour les cookies, le matching se fait là-dessus, ce qui n'a aucun sens. Mais c'était il y a 24 ans, on a appris des trucs depuis. Et donc, il y a eu des idées de dire « Ah, on arrête tout, on arrête d'utiliser le header cookie, on va utiliser le header origin cookie ». Comme je vous disais, on ne peut pas faire « Eh, on arrête, on met à jour dans 2 mois, vous êtes prêts ?» Ça ne marche pas. Du coup, il reste un peu ce truc autour du port. Alors, on reprend notre petit schéma avec un autre domaine, exemple fou, deuxième domaine que j'ai acheté, vous pouvez faire des dons. Si on va sur le site exemplefou.com, le navigateur fait une requête vers le serveur fou. Le serveur fou, non, c'est pas drôle. Le serveur répond et nous sommes maintenant sur exemplefou.com. Ok. Si sur le site exemplefou.com il y a une image, par exemple vers cookies.org/foo.jpg, le navigateur va faire la requête. C'est pas le même site, c'est pas la même origine, c'est pas le même. Mais qu'est-ce qu'il fait le navigateur quand il fait une requête? Il suit le protocole. Et le protocole, c'est je regarde dans la cookie jar, est-ce qu'il y a des cookies pour cookies.org? Oui. Du coup, je les envoie. Ça fait flipper quelqu'un? Nous sommes sur un site, une requête part vers un autre site, et elle part avec vos cookies. Et ça, c'est ça qui pose pas mal de problèmes. Ça pose le problème des attaques CSRF. Et au niveau de timing, on va se tenter une petite démo. Donc, alors, bougez pas. Hop. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur cookies.org, on va aller sur notre profil. Donc là, je vais remplir mon first name, Hubert, avec un H et un T, c'est très important. On va mettre mon nom de famille, voilà. Donc là, je fais Update Profile. Là, je suis connecté. Ce qu'a fait le navigateur, c'est qu'il a déposé un cookie avec un identifiant. Donc là, c'est ZI, MY, machin truc. Et côté session, côté serveur, on a stocké first name Hubert, etc. Et donc, à chaque fois que je fais une requête, le navigateur, il regarde dans sa cookie jar, il voit ID machin, il l'envoie au serveur, et le serveur fait « Ah, c'est toi, c'est ID truc, c'est Hubert Sablonnière. » Ok, nickel. Donc si on ferme le navigateur, l'onglet qu'on est complètement en train de naviguer sur un super site. Ah oui, j'ai acheté un 3e site, exemple bar. Bref, donc avec des liens qui ont l'air super intéressants. Du coup, je vais cliquer. Alors non, pour cette démo, je vais aller sur exemple fou. Il y a 2 liens qui m'intéressent plus. Et notamment le fait d'aller voir des photos de nus de fous. Ça a l'air super intéressant. Donc là, je navigue sur un site. Ce qu'il vient de faire... Donc si vous voyez ici une petite image cassée, il vient de faire une requête vers cookies.org. Elle est partie, on va se faire un petit debug, hop. Donc oui, en fait l'URL de l'image, c'est l'URL, c'est vers cookies.org, sauf que c'est pas du tout une image, c'est update profile avec un first name, etc. Et forcément ce truc-là, c'est parti. Alors c'est pas très pratique de scroller, mais c'est parti avec mon fameux identifiant de session. À gauche, désolé, faites-moi confiance. Et donc, si je retourne sur cookies.org et que je vais voir mon profil, je m'appelle No Naked Pictures. Ça, c'est une attaque CSRF. C'est le fait que depuis un autre site, vous faites une requête, depuis un site A, vous faites une requête vers un site B, en partant du principe que le site B va partir avec les cookies. Mais bon, là, on vient de modifier l'état côté serveur avec une requête get. Personne ne fait ça. Ouais. Même pour le logout, à vérifier lundi.
Si votre logout est en get, n'importe qui fait une URL vers votre logout, vous fait naviguer dessus, vous êtes délogué. C'est pas très, c'est un peu chiant, mais il y a plein de moyens de faire la requête en fond. Il y a même des sites à une époque qui vous déloguaient de tous les trucs connus, Gmail et autres. Enfin, je ne sais plus si Gmail a été vulnérable à ça, mais vous voyez l'idée. Le problème, c'est que ça marche aussi, je ne vais pas faire la démo parce qu'on n'a pas le temps, ça marche aussi avec du POST pour des formulaires. Sur du JSON, ça ne va pas être possible, mais sur un formulaire classique, ça va être un problème. Donc on a pas mal de recettes pour éviter ce genre de problème. Donc toutes ces attaques CSRF ont des systèmes pour s'en prémunir qui sont très connus. Vous les connaissez peut-être déjà, j'espère. En tout cas, encore une fois, le site de l'OWASP, c'est un sujet tellement vaste que je ne peux pas rentrer plus dans les détails. Par contre, nouveauté dans les cookies, deuxième. Dans le dernier brouillon, il y a un deuxième truc pour se prémunir des attaques CSRF, et c'est l'attribut SameSite, en fait. Il a deux valeurs, c'est assez subtil les différences. Mais, donc j'ai commencé Stalk en mars, je crois. À l'époque, il n'y a que Chrome qui l'a implémenté. Et aujourd'hui, roulement de tambour, c'est supporté partout. Alors, en fait, ça a été assez vite pour le mettre en place partout, parce qu'il y a des gens très riches dans une très grosse société qui s'appelle Twitter, qui ont eu des attaques, qui ont... Lisez l'article, c'est hyper intéressant. Mais l'idée, c'est que même en se prémunissant des attaques CSRF avec les tokens CSRF, etc., des gens pouvaient savoir qui vous étiez et vous traquer même avec ça. Et donc, grâce à l'attribut SameSite, ils ont pu se prémunir de ce genre de choses. Le papier est un peu long, mais si vous vous intéressez à tout ça, vous faites « Ah, c'est trop ouf comment ils ont fait ». Enfin, bref. On n'a plus beaucoup de temps. Qui peut lire les cookies? Le JavaScript, quelle bonne nouvelle. Avec une API complètement folle. N'utilisez jamais document.cookie à la main, utilisez des librairies. Mais le fait que quand vous déposez un cookie, le JavaScript puisse le lire, le changer, etc., c'est une énorme faille qu'on appelle XSS, Cross-Site Scripting. On ne dit pas CSS parce que CSS c'est cool. Donc XSS. Pareil, très très vaste sujet. J'ai une démo, mais c'est... Enfin bref. Ce qui est important, c'est qu'il y a un attribut qui s'appelle HTTP only. Et quand vous déposez un cookie, vous pouvez dire « je te le donne, mais tu ne le donnes pas à JavaScript ». Il va faire n'importe quoi. Bref, je vais super vite, je suis désolé, mais on a vu plein d'attributs. Ils sont cool. La bonne recette, et lisez cet article de Scott Helm, c'est les tough cookies, les cookies super forts. Et les cookies super forts, c'est ça. Donc c'est un préfixe, donc ça va marcher sur Chrome et enfin bon, ça marchera dans plein d'autres trucs plus tard. Donc un préfixe host, pas d'attribut domaine, une expiration, un attribut pass à slash, l'attribut secure, l'attribut HTTP only et l'attribut SameSite. Quand vous avez des cookies comme ça, vous êtes sur la Rolls-Royce du cookie. Là, ça donne faim un peu ou pas encore? Bref. Je n'ai pas le temps de passer sur le fait que les cookies bien gérés avec des tokens anti-CSRF, c'est mieux que le local storage. Venez me voir au stand juste après, je vous expliquerai pourquoi. Et on termine avec une démo d'un dernier point de vue. Il me reste 1 minute, je crois, 1 ou 2. C'est le point de vue de celui ou celle qui veut... Voilà. Qui veut améliorer l'expérience utilisateur. Là, c'est mieux. Donc, nous, on veut tous faire ça. On ne voulait pas trop faire les trucs d'avant, mais ça, on veut bien le faire. Alors, en fait, si on fait... Ça, c'est le truc que je ne devais pas faire. Voilà. Ça revient un peu tout seul ou pas trop? Ok. Est-ce que Linux est un bon OS? Ouais. Ok, donc, on supprime tous les cookies. On va sur foo.com, on va sur bar.com, on va faire ça, hop là. Alors là, on va aller voir des pages cool, cool. Des pages où j'aimerais pas trop que les gens sachent que je vais là-dessus. La position sexuelle fou, elle déchire. Peut-être que j'ai une maladie grave, que j'ai pas trop envie qu'on le sache. Je navigue sur ces deux sites web, tout est cool.
je ferme les onglets. Et donc là, on arrive à la question fatidique de Monsieur Zuckerberg, est-ce que si je ferme l'onglet Facebook, vous pouvez continuer à me traquer? Eh bien, sénateur, oui, la réponse est oui. Et c'est tout aussi simple que ça. Donc en fait, je viens d'aller sur exemple fou, je viens d'aller sur exemple bar, je suis allé voir 2 articles, maintenant je vais sur cookies.rocks, et cookies.rocks a mon historique de navigation. Et donc ça, c'est aussi simple que, si je retourne sur exemple fou, quand je vais sur cette URL, en fait, en bas de ma page, il y a une image, qui est un beau cookie, et qui est en fait un cookie qui est hébergé sur cookies.rocks. Et donc la requête, elle part, comme vous le savez, avec le cookie. Donc là, je suis en train de savoir si la position sexuelle fou est cool. Le site envoie une requête vers cookies.rocks avec un identifiant, mais surtout avec le header référeur, avec l'URL complète de là où je navigue. OK. Mais bon, et en fait, quand les cookies ont été pensés, imaginés, on se disait ça va jamais arriver. Sauf que le problème, c'est que sur tous vos sites modernes d'aujourd'hui, il y a le bouton j'aime Facebook, les JS, les machins, etc. Et donc, on a ce problème-là. Donc, pour conclure, ça fait 24 ans qu'on se plaint des cookies, mais en fait, après toute cette enquête, moi, je me pose la question, est-ce que le web en serait là aujourd'hui si on n'avait pas eu les bannières publicitaires avec du texte clignotant, les gifs animés. Et finalement, les utilisateurs et les navigateurs d'un côté versus les annonceurs publicitaires de l'autre, ils ont vraiment un jeu du chat et de la souris. Côté utilisateur, on va bloquer tout avec des adblocks, des ghosteries, etc. Et pendant ce temps-là, tu as Firefox et Safari qui essayent tant bien que mal de protéger par défaut leurs utilisateurs. Mais c'est vraiment une course sans fin qui résout malheureusement pas le problème. Et je conclus et désolé. Waouh, ça fait beaucoup de facts. En effet, mon cher Watson, mon cher Sherlock. Oui, mais maintenant, mon cher Watson, on sait quand est-ce que ça pue. On peut savoir quand est-ce qu'il y a des problèmes sur nos projets. On devrait partager l'information à nos amis moldus, la famille, les amis, les collègues, etc. Et surtout, on se doit absolument de débattre du futur du web, des modèles économiques, parce que entre avoir des contenus gratuits sans payer, mais et ne pas avoir de publicité sans être traqué, à un moment, il va falloir qu'on choisisse. Et il va falloir qu'on choisisse. Je vous remercie beaucoup.